Alors, à la fin du 19e siècle, tournant 20e siècle, la présence des femmes dans l'espace public, dans la rue, est présentée vraiment comme ambivalente. Elles sont toujours pensées comme disponibles, et cela est en partie lié au système réglementariste d'encadrement de la prostitution, qui place les filles insoumises, donc celles qui refusent de figurer dans les registres de la police et qui ne se prostituent pas dans un espace clos, la maison close par exemple, et qui sont dans l'illégalité. Et ce type de prostitution dans l'espace public, il s'accroît dans les années 1870-1880 et il prévaut en 1890 dans la capitale et les grandes villes de France. Et donc ces femmes, elles doivent esquiver la traque et le harcèlement de la police et elles développent des signes discrets pour indiquer leur disponibilité aux potentiels clients. Ça crée une ambiguïté dans certaines représentations. Par exemple, là, l'œuvre de Boldini que je vous présente, on voit que la femme au milieu de la rue relève un peu son jupon. Ça peut être un signe de prostitution et donc ça pose question sur le regard que lui porte l'homme avec un haut de forme dans la calèche. Est-ce qu'il est à la recherche d'un signe qui pourrait montrer que cette personne est une travailleuse du sexe, ou est-ce que c'est un regard plutôt de prédation un peu généralisée ? Parce que, en fait, les femmes, dans leur ensemble, elles sont harcelées par les hommes dans la rue. On en trouve des témoignages dans les arts, dans la littérature et dans la presse. Il y a une figure qui émerge, qui est celle du suiveur ou du marcheur, qui est vraiment l'homme qui suit les femmes dans la rue. Donc, il y avait vraiment la conscience à cette époque que ce phénomène existe. Et dans le tableau qui est ici, de Daniel Bouvray, on voit deux hommes en train de flâner sur les quais qui se retournent vers une blanchisseuse qui est en train de se reposer sur un banc. Là, ça semble vraiment être un signe de concupiscence, parce qu'à cette époque, il y a un imaginaire érotique masculin de la blanchisseuse. Par exemple, il y a une chanson de Charles Monsolet qui s'appelle « Les petites blanchisseuses » et qui commence en disant « Les petites blanchisseuses que l'on voit chaque lundi aux pratiques paresseuses porter le linge à midi, bien qu'elles fassent paraître des semblants de chasteté, ne me font pas l'effet d'être des vases de pureté. Leurs cheveux qui s'ébouriffent sollicitent l'attentat. Ne craignez pas qu'elle griffe, une fille est un combat. » Et en fait, dans le rapport à la police dont je parlais, donc il y a ce harcèlement, cette traque pour les femmes qui se prostituent, et les femmes qui se font suivre, quand elles vont vers la police, on en trouve quelques exemples, elles peuvent elles-mêmes être arrêtées quand elles veulent porter plainte, parce qu'elles sont accusées de racolage. Et il y a certains suiveurs ou marcheurs qui développent des techniques justement pour se préserver eux-mêmes en glissant une pièce, soit dans la manche, soit dans le parapluie des femmes qu'ils interpellent, pour que si jamais elles vont à la police pour porter plainte, ça se retourne contre elles et qu'eux soient complètement exemptés. Cette omniprésence de la figure du marcheur ou du suiveur, on la trouve beaucoup dans la presse grivoise et humoristique. Donc là, je vous montre deux exemples, par exemple, d'hommes qui décident ou hésitent à suivre des femmes dans la rue. Celle-ci est intéressante puisqu'il y a vraiment la mention de la chasse qui est complètement explicite. Donc toujours en chasse, ces deux hommes qui parlent entre eux. « Qu'est-ce que vous voulez, mon cher ? Il faut bien brûler ces dernières cartouches. » Et pour revenir sur la construction du violeur comme figure dangereuse, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ces images, c'est un peu des monsieur tout-le-monde qui sont représentés, essentiellement issus des classes bourgeoises, de la classe bourgeoise, alors que dans les grandes affaires, par exemple l'affaire Soleillant dont j'ai déjà parlé, on va vraiment, la presse et le discours en général va vraiment construire la figure du violeur comme un monstre, comme une anomalie du corps social. Là, vous voyez deux registres différents, tragiques d'un côté, comiques de l'autre, mais qui ont tous la même vocation, qui est de présenter Soleillant comme un satyre, c'est-à-dire comme un être mi-homme, mi-bête, et donc comme un monstre, et ainsi en faire une exception. Merci beaucoup. Alors, on est très en retard, donc je vais immédiatement passer la parole à Pauline. Qui va nous présenter l'axe 3, qu'on a intitulé Stratégie d'adaptation, agency et émancipation. Tu m'as fait mon intro à ma place, merci Sébastien. Ouais, rapidement, pour qu'on ait quand même le temps d'échanger, puisque je vais quand même vous récompenser d'être venus si nombreux. Donc on passe à la dernière partie. On a beaucoup parlé là de danger, de répression, d'agression, de prédation.
thème moyennement sympathique pour un dimanche matin. Donc on va finir sur une note peut-être un peu plus positive, en parlant un petit peu des capacités de résistance, des capacités d'action de nos acteurs et actrices. Et donc du coup, je vous demanderai de ne pas forcément faire des réponses trop longues si vous voulez bien. Je ne vous agresserai pas si ça dépasse, mais voilà. Et peut-être pour commencer sur cette question, continuer un petit peu sur ce que nous disait Mathilde sur la question des agressions sexuelles dans l'espace urbain. Est-ce que, peut-être Romain puis Mathilde, vous pouvez nous dire un petit peu à partir de vos terrains respectifs, quelles sont les manières qu'ont les individus de se protéger de ces agressions, de les éviter? Oui. Alors, en ce qui me concerne, du coup, je vais juste rapidement mentionner comment est-ce que les hommes, notamment ceux qui fréquentent les urinoirs, font attention pour ne pas se faire agresser, justement. Alors, ce n'est pas forcément des agressions sexuelles, c'est généralement plutôt de la violence physique. Mais donc, il y a tout un tas de stratégies pour essayer de faire attention, de ne pas se faire remarquer. Et ça ressemble beaucoup à ce que tu disais sur la prostitution, c'est-à-dire, on essaye de faire passer par des codes le fait qu'on ait un partenaire sexuel disponible dans l'espace public, ce qui est normalement pas l'endroit pour, tout en même temps n'ayant pas un comportement trop osé pour éviter d'attirer le regard d'une personne qui ne serait pas intéressée, ou alors qui aurait envie de casser du PD, puisque c'est un peu le terme qui revient après la Seconde Guerre mondiale. Et donc pour ça, un peu comme à l'image de tes femmes prostituées ou pas, on ne sait pas trop, il y a des petits codes implicites que connaissent les gens qui draguent dans les urinoirs, mais que connaît aussi la police finalement, puisque la police les décrit, et c'est aussi grâce à la police qu'on arrive à les reconstituer. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, une fois qu'on arrive aux abords d'un urinoir, essayer de rester plus longtemps que ce qu'il faut pour simplement uriner, et du coup stationner un petit bout de temps pour voir un peu les allées et venues des autres hommes, et essayer de repérer ceux qui traîneraient eux aussi trop longtemps, et dans ce cas-là c'est suspicieux. Par ailleurs, dans les urinoirs, toujours sans faire de gestes trop visibles, on peut essayer de se déplacer d'une stalle à l'autre dans l'édicule, ce qui permet de se rapprocher de quelqu'un avec qui on veut tenter d'entrer en contact. Et ensuite, il y a tout un tas d'échanges de codes non-verbaux, et parfois un peu verbaux aussi, mais c'est surtout non-verbal, de regards, de je m'exhibe discrètement vers toi, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à un accord sur l'interaction sexuelle qui généralement prend la forme d'une masturbation quand c'est le cas dans un urinoir. Donc en fait, pour les homosexuels dans l'espace public, c'est vraiment le jeu de code qui permet de jouer entre discrétion et se rendre visible qui vient pallier les risques, mais pas toujours, d'une agression. Dans ma thèse, un des fils rouges, c'est aussi la question de la résistance des femmes, la manière dont elle est perçue et la manière dont elle s'approprie aussi certains outils pour faire face à ces agressions. Et un des objets que je traite, ce sont les manuels d'autodéfense. Il y a un essor des manuels d'autodéfense illustrés au début du XXe siècle, à partir des années 1905 à peu près. En fait, ces manuels, ils sont essentiellement fondés sur des techniques issues du Jiu-Jitsu. Et ça s'inscrit dans une double dynamique qui est celle d'un fort sentiment d'insécurité qui est avivé par la presse de faits divers et aussi par l'essor des pratiques sportives qui sont valorisées dans le cadre de la santé. Donc ces manuels, ils sont souvent destinés aux hommes. Et là, il y a un enjeu de classe très important puisque c'est plutôt des hommes bourgeois qui vont lire pour se préserver des apaches, des ouvriers, des classes populaires dangereuses. Mais dans les manuels même destinés aux hommes, il y a souvent un petit paragraphe sur les femmes et est-ce qu'elles peuvent pratiquer ou pas, comment, pourquoi. Bon, souvent ces paragraphes prolongent des imaginaires misogynes en disant que c'est quand même un peu dommage pour la grâce féminine de terrasser quelqu'un. Et il y a aussi des manuels qui sont entièrement destinés aux femmes, qui sont en fait des manuels de gymnastique. Donc là, sur les photographies, elles sont en non-mixité entre femmes avec des costumes de sport. Donc ça vide un peu de son sens la pratique d'autodéfense. Mais il y a quelques exemples de manuels où là, il y a vraiment une prise en compte des enjeux spécifiques de défense des femmes. Là, par exemple, vous voyez, cette image, elle est très forte puisque c'est un couple mixte qui se bat et ils sont tous les deux en costume de ville. Or, le costume féminin dans l'espace urbain en particulier, c'est aussi une entrave à sa défense et l'auteur en parle. Oui, je vais juste vous lire la citation d'Armand Cherpiot de ce manuel « Je me défends toute seule » parce qu'en fait, il insiste vraiment sur la menace sexuelle et il dit « Je pense qu'il ne faut rien chercher d'extraordinaire. Dans une ville, une femme
peut être en but à une poursuite irritante dont un geste adroit la délivrera sans autre ennui. La violence est tout à fait admise et encouragée dans le discours de Cherpion, et en fait elle se construit à rebours de l'imaginaire de la résistance inutile, la résistance qui serait présentée comme un jeu érotique qui vient du XVIIIe siècle, mais qui est vraiment prolongé jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusque dans les manuels de médecine légale. Il y a vraiment cette idée qu'une femme adulte agressée par un homme seul ne peut pas être violée, et que donc, s'il y a un rapport sexuel, c'est qu'elle a fini par céder et donc par consentir. Et l'essor de ces images-là permet de faire un contrepoint et donc une forme un potentiel émancipateur assez intéressant. Merci beaucoup Mathilde, merci Romain. Maintenant peut-être si on s'intéresse moins à se protéger de ses concitoyens éventuellement malveillants, mais comment on se protège de la répression policière, puisque visiblement ils connaissent les codes les policiers, donc ça c'est moins efficace. Mais peut-être Sébastien, si tu peux nous éclairer un petit peu sur comment on anticipe cette répression policière et judiciaire, quelles techniques on met en place, comment on s'en défend. Alors, quand on se penche essentiellement sur les procès-verbaux sur les interrogatoires produits par les homosexuels qui sont interrogés au commissariat de Lille essentiellement. Donc, pour vous positionner, ce sont essentiellement des individus qui sont pris sur le fait en train de tenter de masturber un policier en civil. Ça, c'est le modèle classique sur l'île. Un élément qui est intéressant, c'est toujours l'analyse des argumentaires qui sont mis en avant par les homosexuels, et ces argumentaires sont d'autant plus intéressants que j'ai des archives qui informent qu'il y a des circulations intracommunautaires. On se file les informations sur ce qu'il faut dire face à un policier ou face à un juge pour avoir une peine atténuée. Alors parmi les argumentaires types qui circulent, il y a les preuves d'hétérosexualité. C'est par exemple ma femme est enceinte ou ma femme est malade et se refuse sexuellement, donc la marque compatissante d'un homme dans la mémoire, ça peut faire l'affaire. Je suis commercial, loin de mon épouse. J'avais rien à faire ce soir, donc levez-moi. Alors ça, ce sont des argumentaires qui ne marchent pas. Un argumentaire pareil, dans le même esprit, c'est ma femme est décédée, j'ai 7 enfants, j'ai un tout petit salaire, j'ai pas les moyens de passer par les services d'une travailleuse du sexe, donc ça ne marche pas. Voilà. Chercher la compassion, ou montrer qu'on est quand même un bon citoyen, un bon Français. Oui, mais alors j'ai découvert ces pratiques lorsque j'étais en camp de concentration, lorsque j'étais prisonnier de guerre, lorsque j'étais, en Algérie, que j'ai fait mon service militaire en Algérie, que j'étais en Indochine. Bon, classique, ça ne marche pas. Le seul truc qui marche, à peu près, c'est je suis malade et je me soigne. Voilà, si vous êtes capable d'apporter un certificat médical de votre médecin traitant, attestant du fait que vous êtes sous antidépresseur ou sous traitement hormonal, ou que vous suivez une psychothérapie, là, vous pouvez éventuellement avoir une oreille un peu attentive de la part du juge. Et c'est le seul truc qui fonctionne. Ou, s'il fait, et ça c'est un cas, s'il fait moins 15 degrés dans l'événement en question, et que le juge ne conçoit pas que l'individu ait été en capacité physique de pouvoir maintenir une érection à moins 15 degrés. Ça marche. Ça, c'est pour les régions du Nord. Merci beaucoup Sébastien. Moi, mes acteurs pris en flagrant délit de vente d'objets obscènes, malheureusement, ont des stratégies beaucoup moins originales. En général, ils disent « je ne savais pas que c'était interdit ». Parce que de fait, on pousse parfois la répression un peu au-delà de la loi, enfin, on pousse le curseur de la répression. Et donc, de fait, voilà, c'est pas hyper original. Mais par contre, après, pour anticiper et éviter de tomber dans les filets de la répression, il y a tout un nombre de stratégies de dissimulation et de discrétion qui sont assez intéressantes. Ça peut passer par fermer les enveloppes dans lesquelles on met les prospectus. Comme ça évite de se faire poursuivre. Mais en fait, ce qu'on observe surtout, c'est une mise en retrait vis-à-vis de l'espace public,
où en fait on va miser très, très gros sur la vente par correspondance qui se développe beaucoup à partir de la fin du 19e siècle. Et donc du coup, ça va passer par des publicités dans la presse avec des euphémismes que vous pouvez voir ici. Ne pensez pas qu'on essaye de guérir l'endométriose dès cette période avec ces remèdes contre les retards, les règles, etc. Enfin, pour les douleurs de règles, etc. Il s'agit d'abortifs déguisés. Donc on a toujours ces formules très allusives qui s'efforcent de ne pas être obscènes en elles-mêmes pour ne pas prêter le flanc à des accusations d'outrage aux bonnes mœurs. Et puis aussi beaucoup de magasins qui vont se développer sans espace ouvert au public, qui servent juste un peu de lieu de dépôt d'où on va envoyer les commandes aux clients qui les demandent. Ça évite aussi d'envoyer ces prospectus à des bons pères de famille qui seraient choqués et de simplement les envoyer sur demande. Et donc voilà, on a tout un ensemble de stratégies commerciales. On donne des pseudonymes aux clients, on supprime les archives commerciales, ce qui est un peu dommage pour moi, mais du coup très fréquemment, pour qu'il n'y ait pas de saisie et qu'on ne puisse pas identifier des clients, etc. Mais donc voilà, tout un ensemble de stratégies qui permettent à ce marché de perdurer, mais au prix d'un relatif effacement dans l'espace public. Mais ce qui est bien aussi pour ces commerçants, c'est-à-dire que miser sur la vente par correspondance va permettre aussi de toucher une clientèle bien plus large que celle simplement du quartier qui environne la boutique. Peut-être rapidement pour finir vraiment sur la note la plus positive possible, Marc, comment on construit des territoires, des entraides, quelle est l'agency des individus, comment toute cette répression et ces résistances peuvent construire des nouvelles dynamiques. Oui, on va essayer de terminer sur une note très positive, pas positive ou très positive. D'abord, tous ces individus, ces homosexuels masculins, ils ont des moyens de se reconnaître, on les a déjà plus ou moins un petit peu évoqués. Il y a de vrais codes, ils savent se trouver et ils savent discuter entre eux. En 1878, justement, lors de ce fameux procès qui a lieu à Bordeaux pour 24 homosexuels, un journal qui s'appelle La Victoire de la démocratie va présenter un vrai guide de drague. Alors c'est pas ce que je vous ai mis sur la diapositive, mais je vais vous lire très rapidement ce qu'il écrit. Alors c'est intéressant parce que ce journal, tout en commençant à dénoncer véritablement ces individus de la plus grande immoralité, va donner véritablement au grand public qui lit La Victoire de la démocratie tous les codes pour pouvoir rencontrer, au cas où il y a un homosexuel qui ne sache pas comment rencontrer d'autres homosexuels dans la ville, après la lecture, c'est bon. Alors, le journal dit « La bande avait ses signes à elle et lorsqu'un membre voulait en accoster un autre ou se faire raccrocher, un mouchoir autour du cou ou un bout de mouchoir sortant de la poche indiquait suffisamment les aptitudes du sujet. On s'abordait pour allumer un cigare ou une cigarette, on allait s'asseoir sur un banc de la place des Quinconces, où l'on se confondait en caresses et en compliments. Après quelques tendres œillades, l'on parlait pour aller opérer loin des regards de la police, où aller, comment se vêtir, etc. etc. Voilà. Donc vous avez vraiment une sorte de, un extrait de cet article qui est assez long et qui va donner véritablement des codes pour se rencontrer et pour faire communauté. Parce que l'idée c'est ça aussi, c'est faire communauté. Donc on a vraiment une communauté, notamment au niveau des quinconces, avec des individus qui se donnent des surnoms selon une caractéristique physique, des surnoms qui aussi montrent un petit peu aussi la manière dont ces individus s'envisagent un peu dans des frontières genrées un peu poreuses, puisque c'est des surnoms assez féminins pour certains. Donc il y a vraiment l'idée de faire communauté. Après, en deuxième petit point positif, aussi rappelons-nous quand même que ces individus, ils sont capables de s'aimer. Et comme le montre effectivement cet extrait aussi de La Victoire de la démocratie, dans le même article, on retranscrit des lettres trouvées chez un individu. Alors, ce qui montre aussi quand même que pour 1878, la répression a été assez violente, puisqu'on a, comme on dirait de nos jours, perquisitionné un domicile, et on a été vraiment fouillé dans les affaires des gens, puisqu'on a fait émerger des lettres. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, en tant qu'historiens, les lettres, les documents privés, on les a pas, c'est des documents qui ont totalement disparu. Et lorsqu'on peut les retrouver dans la presse, ça peut vraiment être très intéressant. Donc là, voilà, vous avez votre silence me tue, je suis à me demander si je rêve, de grâce répondez-moi, ne me faites plus souffrir. Je désire que ma lettre trouve à Bordeaux le même ami que j'y ai laissé, cet ami chéri, etc. etc. On voit vraiment cette idée d'amour, cette idée de s'écrire, et aussi les stratégies un peu mises en place pour que la personne puisse
rejoindre son amant, mais sans que la famille dise mais qui est celui-là, etc. Alors je vous attends demain, soir sans faute. Si mariage il doit avoir, ce sera le jour des fiançailles, tout le monde est prévenu de votre arrivée. J'ai dit que j'attendais un élève, ce qui suppose finalement une différence d'âge entre les individus. Enfin, l'individu chez qui on a trouvé la lettre a 18 ans, et le pharmacien, bon, on ne connaît pas son âge. Imaginez qu'il a une quarantaine d'années. Tout le monde est prévenu de votre arrivée, j'ai dit que j'attendais un élève, tout à vous, de corps et d'âme, etc. etc. Bon, voilà. Ça va être un pharmacien, un professeur de pharmacie, bon, c'est pas très bien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement les stratégies mises en place pour aussi, à un moment donné, que le couple puisse exister dans un cadre qui, visiblement, est celui d'un mariage ou de fiançailles, voilà. Donc, exister en public. Troisième petit point à aborder, on se retrouve, on a déjà abordé un petit peu ce genre de lieu, mais il y a effectivement des lieux de sociabilité, que ce soit des bars. Donc oui, à Bordeaux, quand on avance dans le temps et qu'on sort de la belle époque, on voit effectivement des lieux commerciaux. Et en 1932, il y a un article de Paris Soir qui s'intitule « Port d'amour, port d'Amérique », qui évoque l'existence d'un bar homosexuel près de la gare à Bordeaux, rue de Béziers. Ça s'appelle toujours la rue de Béziers. Et l'auteur en fait qui fait un reportage au long cours et qui s'encanaille dans les endroits de Bordeaux écrit les petits messieurs qu'on découvrait là, poudrés, maquillés, répondaient à des surnoms, la Tosca, Paula Negri, la Louve, Véronique, la Violettera. Ils chantaient, papotaient dans les coins, buvaient, fumaient, se passaient de main en main des petits paquets de coco, de la cocaïne, poussaient des miaulements de chatte et parfois se mettaient à danser entre eux. Donc là, 1932, un bar homosexuel, rue de Béziers, à Bordeaux. On se retrouve dans les bars, on s'amuse, on se travestit si on le souhaite, on se retrouve aussi dans des hôtels, où on peut rencontrer des matelots qui se livrent à des pratiques homosexuelles, comme c'est le cas en 1935, rue de la Vieille Tour à Bordeaux, un espace très central, à côté de la place Gambetta, et où le patron de l'hôtel pousserait, conditionnel, les marins à se prostituer. Voilà, donc on peut vivre, on peut évoluer, et on peut se rencontrer et s'aimer. Merci beaucoup, et merci à toutes et tous. Alors il nous reste un tout petit quart d'heure pour les questions, parce qu'on va vraiment rendre la salle à 45 tout pile. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle? Bonjour et merci. J'ai une question par rapport aux sources que vous utilisez. Au-delà j'allais dire, des séries d'archives, notamment judiciaires, policières, est-ce que vous avez pu travailler aussi sur des archives, on va dire, plus privées, plus personnelles, qui permettraient aussi d'éviter ce biais des sources, parce que de travailler que du côté de la répression, c'est un vrai enjeu. Et d'autre part, est-ce que vous avez travaillé sur des sources d'origine religieuse? Sébastien, tu veux commencer? Oui, moi j'ai des fonds d'archives privées, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Moi j'ai 3 fonds d'archives papier, dont un très très gros fond d'un homosexuel né en 1933, né à Tourcoing en 1933. Et j'ai également lancé toute une campagne d'archives orales. Donc j'ai également une quinzaine d'interviews d'homosexuels et une lesbienne nordiste. Voilà, donc on arrive à... Bon, après ça pose d'autres problématiques en termes de traitement, de l'information et de définition des billets. Enfin, mais oui, on peut dépasser, avec beaucoup de travail, on peut dépasser la lecture de l'homosexualité via sa répression. J'allais dire, c'est pas si facile. Déjà, faire de l'histoire intime de l'hétérosexualité au XXe siècle, c'est peut-être plus dur que le XIXe. Je sais pas si non. Enfin, en termes de mémoire, de journaux personnels, etc. Ça se fait aussi. Mais typiquement, quand comment elle s'appelait, Anne-Claire Revellan avait écrit son livre sur l'intimité sexuelle au XXe siècle, elle avait trouvé un cas de femme bisexuelle, mais c'est tout dans tout le corpus qu'elle avait. Alors il paraît qu'il faudrait retourner dans ces archives pour reprendre les dépouillements dans ces archives-là. Et c'est pas si facile de retrouver parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément tous eu des vies super joyeuses, qui les ont pas du coup conservées, muséonisées pour la postérité. Et donc il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'endroit évident où aller chercher des archives très personnelles pour ce qui est de homosexuels ou lesbiennes.
Il y a des archives associatives qui sont intéressantes, mais c'est pas forcément si facile que ça. Parfois, dans les archives des institutions, comme tu l'as dit, vous l'avez dit aussi, ou en tout cas dans des centres d'archives publiques, on va retrouver des documents personnels, des lettres, ce genre de choses, qui permettent de rentrer un peu dans la vie des gens. Donc il y a parfois en fait, de l'ego-document qui rentre dans l'institution par d'autres biais exactement. Et moi, j'ai pas du tout travaillé sur des sources d'histoire religieuse, mais il y a des gens qui travaillent sur David et Jonathan, par exemple. On a un ami qui fait ça souvent. Et ouais, pour compléter juste sur les sources religieuses, moi je me suis intéressée à un fonds qui est un peu spécial, mais ça croise aussi la question des égo-documents. C'est le fonds de l'abbé Violet, qui était le directeur de l'association du mariage chrétien dans l'entre-deux-guerres, et qui a reçu tout un ensemble de lettres de catholiques, notamment en réaction à une encyclique du pape qui réaffirmait l'interdiction de la contraception. Et donc on a une volée de lettres de catholiques qui disent « mais comment ça, on n'a pas le droit de limiter nos naissances, au secours, quelles sont les méthodes possibles ?» Donc ils essayent un peu de négocier avec la norme religieuse, en mode oui mais bon, là c'est la guerre, quand mon mari revient en permission, on ne peut pas toujours pratiquer la méthode Ogino, donc qui suppose d'éviter la période d'ovulation, qui n'est d'ailleurs pas toujours très fiable comme méthode à cette période. Et donc voilà, ils essaient de négocier en disant oui, c'est compliqué, si j'ai encore un enfant, je suis hébergée par ma tante, elle va pas être contente. Enfin, bon, voilà, il y a quand même des choses religieuses de ce point de vue-là. Je ne sais pas si quelqu'un a des trucs. Moi j'ai des sources religieuses, mais c'est plutôt des traités d'iconographie chrétienne ou des choses comme ça, parce qu'il y a des mentions de viol à la fois dans la Bible et dans la géographie. Et donc comment est-ce que ces personnages-là, notamment les vierges martyrs, qui préfèrent mourir à être violées, sont représentés, quels choix formels sont faits. Donc là je reviens à la fois aux manuels de dévotion qui sont édités, qui racontent leur vie. Est-ce qu'il y a mention ou pas de l'agression dans ces manuels, comment est-ce qu'elle est mentionnée, par quel terme, et puis dans les traités d'iconographie aussi, quels choix formels sont donnés, proposés aux artistes, et notamment il y a tout un enjeu autour de la représentation de la nudité, comment évoquer ces scènes sans passer par la nudité, voilà. Moi, sur la question religieuse, je travaille essentiellement sur un roman qui s'appelle Masque de chair, qui a été écrit par Maxime Jordanach, donc le Zola catholique du Nord. Masque de chair traite d'un parcours de vie homosexuel. Et il s'avère que Jordanach a eu beaucoup de difficultés à publier. Il voulait s'assurer que son roman soit en droite ligne avec le discours de l'Église. Et donc il a fait lire ses manuscrits par pléthore d'évêques, de prêtres, de confesseurs, et on a la correspondance et les manuscrits corrigés et annotés de ces prêtres. Donc on a des retours, pour le coup, venant de l'institution ecclésiastique sur la question de l'homosexualité via ces correspondances. Pour terminer, pour revenir peut-être sur les sources privées, lorsqu'on cherche, parce que j'ai cherché impérativement à essayer de trouver ces sources privées, pour la raison que vous avez évoquée, effectivement essayer d'éviter toujours d'avoir une source de la domination. On trouve quand même souvent forcément des gens qui ont une vision de l'homosexualité, de gens lettrés, de gens un peu de la bourgeoisie. Donc moi par exemple, j'ai Daniel Cordier, le compagnon de Jean Moulin, qui dans son roman Les Feux de Saint-Elme, enfin son roman, son autobiographie Les Feux de Saint-Elme, raconte en fait son enfance entre Bordeaux et Arcachon, où il était en pensionnat de Saint-Elme, qui existe toujours, catholique. Voilà. Donc c'est très intéressant, mais on a quand même la vision d'un homme lettré. Pareil, j'ai un individu qui a écrit dans l'unique et seule revue homosexuelle de la Belle Époque, qui est Académos, qui s'appelle Jean Berge. Et Jean Berge, il est issu d'une famille de riches armateurs bordelais, donc il n'a pas le parcours, si vous voulez, de l'ouvrier. Après c'est intéressant, je le prends en compte, mais je préfère effectivement dans un dossier de procédure trouver dans un interrogatoire la parole retranscrite, même si elle est retranscrite par un policier, d'un homosexuel qui va dire oui voilà, alors moi j'ai fait ça parce que c'est comme ça, et puis comme si, voilà. Là on essaie, on tord dans la source, pour employer cette expression de tordre la source, on essaie de retrouver la parole de l'homosexualité dans les cycles de la domination. C'est finalement aussi un de nos enjeux. Bonjour,
ce que vous avez évoqué sur les paniques morales et ce qui représente un danger dans l'espace public m'a fait penser à un phénomène qui est hélas d'actualité, qui est les paniques morales actuelles autour de l'éducation à la sexualité. Et donc, je suis enseignante, donc on est concerné très directement on voit de plus en plus de tracts, d'affiches autour des écoles et autour des établissements scolaires, avec des manifestations de panique, d'associations de parents autour de l'éducation à la sexualité. Et je voulais savoir si c'était quelque chose qui était étudié, que vous aviez rencontré d'une manière ou d'une autre, ou si il y avait un champ de recherche qui n'était pas encore exploré sur ces questions-là. Parce qu'en fait, là, ce qui se manifeste, c'est que l'école est considérée comme un espace public sur lequel les citoyennes et les citoyens doivent exercer leur vigilance et contrôler ce qui est raconté à la jeunesse et aux enfants. Merci, c'est une bonne question. Et effectivement, on s'aperçoit de continuité assez incroyable en étudiant la fin du 19e siècle. Moi, dans mes recherches précédentes, j'ai pas mal travaillé sur cette question de l'éducation sexuelle des jeunes filles, puisque j'ai travaillé sur l'histoire de la virginité. Et on retrouve un peu les mêmes forme de débat entre il faut instruire les filles pour leur permettre de se protéger, le même genre de débat qu'on peut avoir sur l'inceste aujourd'hui. Est-ce qu'il faut éduquer à la sexualité pour donner aux enfants les armes, même si c'est ridicule de penser qu'un enfant a des armes pour se défendre face à un adulte, mais voilà. Et de l'autre côté, des partisans de l'ignorance, ce qui donne au XIXe siècle les fameuses lois blanches, les jeunes filles qui sont éduquées dans l'ignorance la plus complète de toutes les réalités de la sexualité, et donc ce qui débouche sur des scènes de nuit de noces absolument horribles, type Dans Maupassant, Une vie, où les jeunes femmes sont durablement traumatisées parce qu'on les a maintenues dans l'ignorance. Donc ce débat entre est-ce qu'il faut instruire pour protéger ou au contraire protéger en créant de l'ignorance, il est hyper cyclique en fait. Ouais. Oui, dans les œuvres que j'étudie aussi, il y a parfois le cas d'œuvres qui sont censurées. Par exemple, au salon de peinture et de sculpture, il y a certaines œuvres qui sont retirées de l'exposition ou placées derrière des rideaux, dans des dispositifs spécifiques, pour pas que, et c'est vraiment l'argument qui est utilisé, pour pas que les femmes les voient et en soient trop émues ou commencent à réfléchir au viol aussi. J'ai aussi le cas d'une pièce de théâtre qui est critiquée par un auteur qui dit qu'il ne faudrait pas qu'une mère y aille avec sa fille parce que sa fille commencerait à poser des questions gênantes, et c'est vraiment une pièce sur Lucrèce, donc le viol est vraiment un élément essentiel de cette pièce. Donc moi j'ai plutôt le côté qui encourage l'ignorance. Sur la question homosexuelle, clairement, j'ai cherché personnellement des informations, je n'ai absolument trouvé aucun document. Enfin, pour le coup, c'est une non-question. Ça n'existe pas. C'est de la fabrique de l'ignorance. Enfin, Bonjour, je voulais savoir comment pouvaient se spatialiser les rencontres entre lesbiennes sans tout ce qui est urinoir, la sensibilité de mobilité réduite dans l'espace urbain. Peut-être que c'est pas beaucoup de sources, mais voilà, petite question. Oui, alors c'est tout un enjeu parce que du coup on ne peut pas faire le même travail de repérage d'infrastructures publiques détournées dans cette fonction-là, puisque les femmes n'ont pas cet usage de l'espace public. Ça, globalement, il n'y a pas de terrain qui démentit ce constat pour l'instant, je crois, dans le monde occidental en tout cas. En revanche, selon les endroits, il y a plus ou moins de lieux de cristallisation de la vie lesbienne. Par exemple, Paris a beaucoup de lieux lesbiens au XXe siècle. Depuis la belle époque, d'ailleurs, il y a les tout premiers restaurants-cafés homosexuels de Paris étaient plutôt des restaurants pour femmes que des restaurants pour hommes. Et ensuite, à travers tout le XXe siècle, il y aura d'abord beaucoup des cabarets, puis ensuite de plus en plus des discothèques à partir des années 60, qui sont des lieux de rencontre et donc plutôt de vie sociale, même si bien sûr ça conduit derrière à la sexualité, évidemment. Mais du coup, pour ce qui est de la vie intime et sexuelle, a priori, elle se déroule plutôt derrière les murs des immeubles, que ce soit en hôtel, en appartement ou autre, et donc
pas forcément très facile, en tout cas par le biais des sources que moi je regarde, de les retrouver. Et aussi parce que, bien sûr, bonne remarque, il y a moins d'attention de la police du coup au problème entre guillemets de la sexualité lesbienne parce qu'elle est moins dans l'espace public. Donc du coup, ça produit moins de documents. Ouais. Moi, juste un petit complément, moi j'ai un espace qui s'appelle le Vieux Clocher, qui tombe en 51, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le dossier fait près de 1000 pages, et il est fait mention une fois sur un rapport du fait que l'espace est également fréquenté par les lesbiennes. Et je trouve ça ultra signifiant. Enfin, on est sur des espaces qui sont mixtes, de facto, mais l'emprise policière et judiciaire se cristallise exclusivement sur la question de l'homosexualité masculine. Et donc, élude complètement la présence des lesbiennes. Donc elles ont des territoires, en tout cas dans le Nord, sauf qu'il faut réussir à les faire émerger, enfin à faire émerger la mixité, en tout cas des espaces identifiés. Et oui, et il y a de la mixité à Paris aussi, il y a beaucoup de lieux qui sont mixtes sur le plan du genre. Oui, je terminerai juste aussi par rapport à un point de vue législatif, dire que la femme reste finalement, notamment pour les périodes comme l'avait à l'époque, cet éternel mineur qui doit être, dont finalement c'est au mari, au père, au mari de gérer, et la justice finalement s'en intéresse beaucoup moins, parce qu'elle ne représente pas fatalement cet édifice moral qu'il faut préserver contrairement à l'homme. Voilà. Donc, juste pour terminer sur ça. Merci. Du coup, on a terminé. Oui. Merci beaucoup. Merci.